Tranche de vie, une émission proposée par JF. Auditeurs de Tranche de vie, les lacs de Haute-Charente sont deux retenues aménagées sur le cours supérieur de la Charente et de son affluent la Moulde. C'est sur une des ramifications à niveau constant d'une de ces retenues, dans un beau paysage lacustre, entouré de grands arbres et de prairies, que je vais ce matin à la rencontre de trois amis qui m'accueillent dans leur bivouac. Ces trois amis sont unis par une passion commune, la pêche à la carpe. Ce sont des carpistes. Jean-Claude, bonjour. Olivier, bonjour. Xavier, bonjour. Merci de m'accueillir pour me parler à nos auditeurs de votre passion halieutique. Il y a combien de temps que vous pêchez la carpe, Jean-Claude ? La carpe, il y a à peu près 30 ans. En 1982. Avant, je pêchais les autres poissons, les petits poissons, et puis en mer, je pêchais aussi également. J'ai pris en mer des gros poissons qu'on appelle des tasards, qui mesuraient jusqu'à 1,80 m. Dans des paysages exotiques. On parlera de l'océan Pacifique plus tard. Et vous, alors, Olivier ? En fait, j'ai appris. Un pêcheur ancien aussi ? J'ai appris à pêcher avec mon père depuis que je suis tout petit. Oui. Et puis, le travail m'a amené à m'éloigner. Et puis, je suis revenu il y a à peu près 5 ans. Et on a repris notre passion, la pêche à la carpe. Xavier ? La pêche depuis que je suis tout petit, depuis que je suis né. Voilà. Et surtout dans la région ? À la région charentaise, pas de problème. Vous pêchez essentiellement la carpe. On pêche également la truite à l'ouverture, début mars. Et après, on pêche aussi le petit, le gardon, la brème malheureusement, la tanche. On adore pêcher la tanche. On prend des fois des belles tanches. Et on fait aussi des oblettes, on fait la friture, disons. Xavier, lui, est un spécialiste du brochet. Donc vous êtes un consommateur de poissons. Les gros poissons, on les remet à l'eau, mais les petits poissons, on les mange. Donc vous êtes un pêcheur complet, c'est-à-dire que vous êtes des pêcheurs complets, c'est-à-dire que vous pêchez les poissons pour votre plaisir, mais aussi pour votre consommation. Pour manger, bien sûr. Est-ce que vous pouvez me donner quelques indications sur, là vous êtes venu sur ces lacs de Haute-Charente pour pêcher quoi ? Pour pêcher la carpe essentiellement. La carpe. Et accessoirement, on pêchera peut-être, s'il fait beau, on pêchera un peu le petit. C'est-à-dire le gardon, le carassin, ce qu'on trouvera. Alors, vous voulez pêcher la carpe, ça veut dire que vous avez amené un équipement qui est tout à fait impressionnant, que je vois là autour de moi, sur la rive, toute une batterie de lignes. Vous avez donc adapté votre équipement à la pêche à la carpe. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'équipement adapté à la pêche à la carpe ? Alors, un rhopode, des cannes à carpe, des moulinets à carpe bien sûr, des détecteurs qui nous signalent un départ. Oui. Des détecteurs sonores ? Sonores, bien sûr, sonores, qui nous prévient la nuit quand on fait dodo. Olivier ? Le plus important, c'est d'abord avoir un bon camp de base, avec un biwi, donc une tente pour s'installer, pour être protégé des intempéries. Voilà. Ensuite, un espace assez dégagé pour ne pas embêter et être, suffisamment réparti entre pêcheurs. Avoir des zones de pêche respectives qui nous permettent de chacun préparer sa zone et chercher le poisson au meilleur endroit, ce que l'on pense être le meilleur endroit. Alors justement, pour déterminer le meilleur endroit, comment faites-vous ? Est-ce que vous avez un équipement particulier pour déterminer le meilleur endroit où vous allez jeter vos lignes ? Jean-Claude ? Oui, alors Olivier se parlait que moi, mais on a néanmoins un petit bateau qui nous permet de repérer la zone où on veut pêcher. Ça nous donne la profondeur, la température de l'eau, ça nous indique également s'il y a des poissons. Et ce petit bateau a l'avantage également de pouvoir amener là où on le veut notre ligne et nos appâts. Et on les dépose là où on veut et le petit bateau revient avec nous. Il peut circuler la nuit, il a des phares de nuit. Le problème, c'est qu'il est alimenté par une batterie. Si la batterie tombe en panne au milieu du lac, le bateau reste au milieu du lac. Alors on a un deuxième bateau pour aller chercher le petit bateau. Je précise pour nos auditeurs qui seraient surpris par toutes ces explications techniques que hier, en rencontrant ces messieurs, j'ai vu le petit bateau. Alors c'est un bateau qui fait à peu près 50 à 60 cm de long
et qui effectivement est téléguidé et va faire toutes ces opérations. Mais alors, est-ce que ça n'enlève pas un petit peu de mystère à cette opération de pêche? C'est justement la possibilité de savoir quel est le fond, de savoir à quel endroit vous allez poser vos amorces. Non, parce qu'en fait, pêcher la carpe, il faut la chercher là où elle est. Donc le petit bateau nous permet d'amener nos appâts, de poser nos lignes, mais en fait, la carpe, elle passe ou elle passe pas. Donc c'est pas le petit bateau qui peut nuire au problème de la carpe. Ça vous assure pas un succès automatique et non, donc le caractère aléatoire de la pêche reste entier. Non, la preuve, cette nuit, on est bredouille. Il n'y a que ce matin, à 10h30, qu'on a eu la chance d'avoir une belle carpe. Une carpe dont vous m'avez montré les photos tout à l'heure. Je suis arrivé au moment où vous constatiez qu'elle était partie. Pour la remettre à l'eau, il faut la remettre doucement, la caresser pour qu'elle reprenne sa respiration et tout. Et c'est elle qui, à un certain moment, s'en va tout doucement. Elle s'en va, elle s'éloigne, ça y est, elle est partie, elle est sauvée. Mais il ne faut surtout pas la jeter dans l'eau, il faut l'accompagner, des fois descendre dans l'eau, la caresser, puis attendre qu'elle s'en aille. Alors, cette réanimation, vous êtes obligé d'y procéder aussi sur des très gros poissons? Le principe, c'est que le poisson, plus il est gros, plus il y a du combat, généralement. Ça peut durer de 15 minutes à plus d'1 heure. Donc le poisson s'épuise, et une fois qu'on l'a mis hors de l'eau, donc on le pèse, et ensuite, avant de le remettre à l'eau, en fait, on a besoin de le réoxygéner. Il a souffert, effectivement, il a fait un combat. Et donc on le réoxygène en le maintenant dans l'eau à faible profondeur. Et en fait, on le laisse reprendre, je dirais, ses énergies. Et lorsqu'il est prêt, c'est lui qui décide. Par un coup de queue, il s'en va. Et il repart dans son milieu. Parce que les poissons que vous trouvez comme ça, qui se sont ferrés eux-mêmes dans la nuit, ils sont épuisés, ils sont fatigués. C'est le combat qui les épuise. Parce qu'en fait, une fois qu'on prend le contact avec le poisson, pendant un quart d'heure, 20 minutes, voire plus, on se bat, on lui maintient une pression avec la canne, de façon à le faire revenir vers nous. Or lui, tout ce qu'il essaye de faire, c'est de partir dans les herbiers, dans les branchages. Et donc pendant un quart d'heure, 20 minutes, il va se battre contre nous. Et donc, arrivé à l'épuisette, généralement, c'est qu'en fait, il s'est rendu par épuisement. Alors là, vous parlez d'une capture que vous faites vous-même de jour parce que vous avez constaté qu'il y avait une touche et qu'il fallait faire le nécessaire. Oui, tout à fait, mais même la nuit, parce qu'en fait quand le beeper se met à sonner, c'est qu'en fait le poisson est en train de fuir, donc il entraîne le fil, ce qui nous amène à avoir la détection de la touche. Donc le plus rapidement possible, on prend contact avec la canne et le poisson, et en fait le combat peut avoir lieu la nuit pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Donc le principe, c'est dès que le poisson part, dès qu'il tire du fil, ça fait sonner le détecteur, et à ce moment-là, on prend le contact, on se bat avec lui, on l'amène, quand on a le succès, on l'amène à l'épuisette, et là, on doit le réoxygéner avant de le remettre à l'eau. Alors, parlons maintenant, si vous voulez, de l'amorçage et des amorces et des appâts, plus exactement. Ça a l'air d'être très compliqué. J'ai lu dans le vocabulaire qu'il était question de bouillettes, qu'il était question de billes. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, on va redonner la parole à non, parce que c'est Olivier qui est spécialiste des amorces. Alors, on est fournisseur avec Xavier. En fait, la pêche à la carpe, aujourd'hui, se pratique, je dirais, dans la pêche moderne, avec ce qu'on appelle des billes ou des bouillettes. Ce sont des appâts ronds qui ressemblent à des billes, de tailles différentes. On peut avoir de 1 cm, 2 cm, 4 cm. Donc ce sont des appâts que l'on met au bout des hameçons. Et en fait, on peut pêcher avec des billes de n'importe quel parfum. Aujourd'hui, nous avons des billes ananas, barbe à papa, fraise. Donc en fait, on est sur un... Vous êtes sérieux là? Ah ben, je vous laisserai commenter l'odeur des billes que je vous présente. En effet, oui, ça sent une petite odeur de... Oui, ça se rapproche presque de la fraise Haribo, Pastagada. En fait, donc, le poisson aime soit le sucré, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est sur une pêche plutôt sucrée. D'autres poissons et d'autres plans d'eau fonctionnent plutôt avec des bouillettes carnées, donc à base d'écrevisses, de moules, de calamars. Donc en fait, chacun a ses parfums favoris. Mon parfum favori, c'est la barbe à papa,
qui m'a permis de faire plusieurs enduros avec de beaux résultats. Donc des enduros, ce sont des concours entre équipes. Et aujourd'hui, donc, je pêche barbe à papa et ananas. Mais dites-moi quand même, dans la nature, est-ce que les poissons ont l'occasion, s'ils ne sont pas pêchés, de rencontrer comme ça des aliments sucrés au fond de l'eau? Je ne pense pas, parce que de l'ananas sur le plan d'eau de Machabon, ça doit être très rare. Peut-être à l'occasion une cerise tombée à l'eau ou une mûre, mais quand même, c'est difficile à imaginer. D'ailleurs, en fait, ce qui fait le succès de la bouillette, en fait, c'est essentiellement sa localisation. On sort des parfums qui sont nos parfums favoris, mais en fait, le plus important, vous pouvez la mettre n'importe où dans l'eau, la bouillette restera sans poisson si elle n'est pas bien placée. Et l'important, et c'est aujourd'hui ce qui se passe, si vous voyez l'étang de Machaban, nous sommes sur une berge et nous pêchons de l'autre côté de l'étang, sur la berge opposée, parce que le poisson est un poisson qui va se mettre à rôder la nuit, le long des branchages où tombent, je dirais, des glands, des fruits, des baies, des insectes. Et en fait, il va passer le long de ces berges et ramasser tout ce qu'il peut trouver pour s'alimenter. Donc l'intérêt de la barbe à papa, de l'ananas, c'est un parfum sucré qui va amener le poisson par son odorat à venir chercher la nourriture, mais la localisation de la pêche est la plus importante. Alors là, vous me montrez une berge, mais qui est éloignée quand même de plusieurs dizaines de mètres, et vous dites que vous pêchez là-bas. Ça veut dire que vous lancez vos lignes pratiquement jusque là-bas? Soit on les lance à la main, soit on les amène avec le petit bateau que nous avons, ce qui nous évite de perdre pas mal de plomb dans les branchages et de positionner les lignes au plus près de la berge selon les fonds que l'on détecte. L'intérêt, c'est bon d'être bien positionné, mais aussi d'éviter de mettre des plombs sur l'autre côté de la berge. Donc ça a un aspect, je dirais, plus pratique et écologique. Évitons de mettre des plombs dans la nature, donc on essaye d'en limiter la casse. J'ai lu dans la littérature consacrée à la pêche à la carpe qu'il y avait un esprit carpiste. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'esprit carpiste, du haut de votre expérience? Toujours Olivier. On me laisse la parole. Je dirais que l'esprit carpiste, c'est d'abord tout, je dirais déjà, se retrouver entre amis, en famille. Typiquement, tous les ans, on fait une semaine, on choisit un étang et on vient s'installer. Pendant une semaine, il va y avoir un bivouac, je dirais une zone de détente, où on pratique un certain nombre de sports, belote, pétanque, échecs. Mais c'est surtout après un esprit aussi de recherche du gros poisson, mais dans un respect, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous pratiquons une pêche no kill, donc une pêche sans mort de poisson. Le poisson avec lequel nous nous battons est remis systématiquement à l'eau. Alors je dirais qu'il est clair que parfois il est légèrement abîmé au niveau de la bouche par rapport à la prise de l'hameçon, mais le principe c'est de remettre le poisson le plus tôt possible après avoir fait la belle photo dans son milieu naturel pour le reprendre les années suivantes en espérant qu'il ait encore grossi. Il vous arrive de prendre des poissons qui portent des traces de captures précédentes? Alors oui, ça peut arriver, pas sur Machaban, on les appelle les torpilles parce qu'elles sont très fuselées, ce sont des beaux poissons, des carpes franches fuselées qui ont une forme aérodynamique très prononcée. Aujourd'hui, le poisson qu'on a pris n'était pas abîmé. Il existe des étangs, et j'ai pu en pratiquer, où la surpêche fait que les poissons ont la bouche complètement déformée par les prises d'hameçon. Sur l'étang de Machabon, nous avons des très beaux poissons bien colorés, des carpes franches, des carpes cuir, miroir. Et ce matin, c'était une carpe franche très, très, très belle en couleur et je dirais saine, beau poisson. Alors, ces réunions de carpistes, elles donnent lieu à des compétitions que vous avez évoquées. Ces compétitions, quand on atteint un certain niveau, est-ce qu'on peut y participer dans toute la France, voire hors de France ? Alors pour les enduros dont j'ai évoqué l'existence, ce sont des concours entre équipes, généralement de 2 à 3 pêcheurs, sur des zones qui sont tirées au sort. Cet étang pourrait très bien être l'occasion d'enduro, d'ailleurs je pense qu'il y en a, j'en suis pas sûr mais je pense en avoir entendu parler. Sinon les enduros ont lieu sur toute la France, alors avec différents niveaux, ça peut être de l'enduro entre amis, où sur un étang on se réunit, on constitue des équipes. Et puis il y a les enduro compétitions, mais là c'est un autre domaine et ce n'est pas celui sur lequel je pratique. Je sais que ça existe, je sais qu'il y a des concours, des championnats, mais aujourd'hui moi je pratique l'enduro amical sur des équipes de pêcheurs qui se regroupent et qui ont le plaisir de pêcher, de se défier sur la quête du poisson. Merci Olivier. Est-ce que maintenant Jean-Claude peut nous donner une idée
Il est en train de nous montrer fièrement son... Ah bah oui, alors il a un magnifique t-shirt qui célèbre l'enduro des potes, des potos. Les potos. L'enduro des potos. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du coût de l'équipement? Parce que là, vous avez un équipement très sophistiqué, vous avez parlé du petit bateau téléguidé, vous avez toute une batterie de lignes, il y a évidemment les amorces à la banane et à la fraise des bois. Est-ce que c'est cher de pêcher la carpe avec un équipement vraiment adapté? C'est-à-dire, le petit bateau coûte très cher. Donc, pour une personne avec un petit bateau comme on a, avec un jeu de cartes de 4 cannes, qu'il faut, plus après tous les accessoires qui se branchent pour pêcher, je pense qu'il faut mettre 2000 € d'équipement. Et donc, on a intérêt à faire ça en petit groupe, avec un groupe d'amis et de collègues. Et je dis, c'est un prix bas, parce qu'après, vous avez des détecteurs qui valent pas très cher, mais vous en avez d'autres qui sont de meilleure qualité et qui valent bien plus cher. Tout est pareil. On a pour argent que ce que l'on met, ce que l'on achète, ce que l'on choisit. Si on choisit le meilleur ou si on n'a pas les moyens, on choisit le moindre. Mais je vous dis quand même, au départ, il faut au moins peut-être 2000 € pour s'équiper correctement. J'ai lu aussi qu'il y avait une sorte de rivalité. Alors hier, vous m'avez parlé de ces énormes poissons que sont les silures, qui petit à petit ont envahi nos lacs et nos étangs, ou même nos rivières, et qu'il y avait une compétition entre les siluristes et les carpistes. Est-ce que c'est vrai? C'est possible, mais personnellement, je n'ai pas connaissance de siluristes. Je connais que des carpistes. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris des silures, par exemple ici. Mais je ne sais pas s'ils sont spécialement à pêcher le carnassier, c'est-à-dire le silure. Mais je ne pense pas qu'il y ait de combativité entre les deux. Non, je pense que chacun pêche son truc. Dans son coin, il pêche le silure, l'autre pêche sa carpe. Disons qu'il y a peut-être une émulation dans la mesure où le silure est un poisson tellement spectaculaire, quelquefois. Le silure, par moment, arrive chez le carpiste. La preuve, l'année dernière, nous avons fait un énorme silure ici, qui mesurait 1,76 m et qui faisait, je crois, 47 kg. 37 kg. 37 kg. On en avait déjà fait un au cours d'un enduro en 2011 dans l'Eure. Mais il était plus petit, c'était Xavier qui l'avait pêché. Et au cours de cet enduro, en plus du silure et des carpes, on avait pris des esturgeons, des bêtes qui faisaient jusqu'à 1,50 m et une vingtaine de kilos. Jean-Claude, lorsque vous venez vous installer, comme ici, pour plusieurs jours, et cette question s'adresse aussi à Olivier, qu'est-ce que vous venez chercher en dehors de la montée d'adrénaline que vous pouvez avoir lorsque vous sentez que le poisson a mordu? En général, on vient parce qu'on aime pêcher. On aime aussi le calme, on aime se retrouver dans un milieu apaisant. Et le fait de pêcher est quelque chose d'apaisant. Quand vous êtes assis avec une canne, une simple canne à la main, vous regardez le plan d'eau, vous regardez votre bouchon et vous ne pensez à rien d'autre. Est-ce que les lacs de Charente, où vous semblez être venu déjà plusieurs fois, vous paraissent appropriés là, pour exercer cette activité qui est à la fois une sorte de quête de soi-même et puis une activité un petit peu sportive? Alors oui, tout à fait, puisqu'on est dans un milieu naturel. Je dirais assez sauvage avec quelques pêcheurs, mais comme on peut le voir aujourd'hui, je dirais on n'est pas très nombreux, ce qui permet d'avoir un espace, je dirais, de tranquillité, tout en ayant le partage. Parfois on se retrouve autour d'une table avec un verre, mais le principe c'est de retrouver un peu la tranquillité, la nature. On a vu les chevreuils hier soir, donc je dirais se retrouver dans la nature. Pour ma part en plus, je suis donc consultant en informatique. Je dirais que toute l'année dans les bureaux ou en déplacement. Donc la période de pêche estivale est une période de coupure complète, de déconnexion, et donc de retrouver le calme et un peu s'aérer l'esprit. Oui, j'imagine que ça change du monde des écrans. Et est-ce que vous avez à côté de ça, alors Jean-Claude, Olivier vient d'évoquer son métier, est-ce que vous pouvez pour nous évoquer votre ancien métier, puisque apparemment vous avez l'âge de la retraite? Oui, j'ai l'âge de la retraite. Je suis en retraite depuis plusieurs années, de plusieurs décennies, disons.
puisque ça fait 30 ans aujourd'hui, au 1er août que je suis en retraite. J'étais militaire et j'ai servi un peu partout dans le monde. Alors tout à l'heure, vous nous avez parlé des Tazars et du Pacifique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Eh bien, au cours de mes pérégrinations, et surtout en Polynésie, j'ai eu la chance d'être isolé sur un atoll avec deux aides, et il fallait se nourrir de la mer, de notre travail de pêche. Et alors on pêchait à ce moment-là, avant de parler des gros poissons que j'ai pêchés à partir de bateaux, là pour se nourrir, on pêchait ce qu'on appelait des petits mérous marrons que l'on faisait griller. Il y avait un Tahitien qui était avec nous, qui nous faisait griller sur des cailloux blancs avec des feuilles de cocotier. C'était délicieux. Ensuite, donc, j'ai eu la chance de pouvoir pêcher en me promenant, en partant de Tahiti sur l'Oiseau des Îles, qui était un petit bateau affrété par l'État français pour nous emmener d'île en île et nous amener jusqu'au Gambier, par exemple. Et là, le matin, quand on se réveillait vers 5-6 heures du matin, le bateau, s'il était aux environs d'un atoll ou d'une petite île, il tournait autour et le capitaine savait où s'arrêter. Et là, à ce moment-là, on pêchait. On pêchait toujours en avançant 5 nœuds de vitesse et avec des cadres, des lancers qui traînaient, des hameçons qui faisaient à peu près 12 à 15 cm, qui faisaient 2 cm de large, avec des fils d'acier, et on remontait les poissons. Et on ne pouvait pas les remonter vivants, il fallait les assommer avant de les remonter, tellement un Tazar, c'est une bête qui va jusqu'à 1,80 m, c'est une sorte de thon. Et cette bête-là, il se débattait, il sautait, un peu comme un esturgeon quand on veut l'attraper. Et ce Tazar, il fallait l'assommer, donc on avait un gros maillet en bois. Et on le harponnait et en plus, on l'assommait. Là, c'était vraiment de la pêche au gros. Et là, c'était après le Tazar, c'était le casse-croûte à 8 h du matin. C'était donc une tranche de thon rouge et c'était délicieux. Passé à la poêle avec un peu d'ail et de persil. Il y avait la dorade coryphène aussi. Ah oui. Très délicieuse. C'est ça. Il y avait le capitaine aussi, il y avait pas mal de poissons. Mais les meilleurs en petits poissons que j'ai pu manger en Polynésie, ce sont ces petits mérous marrons, là, ce qui était délicieux. Est-ce qu'il y a d'autres pays où vous avez été en service et où vous avez exercé la pêche? Oui, un pays dont mon fils va se souvenir, dont Olivier va se souvenir, c'est la Guyane. Lorsque nous sommes arrivés en Guyane, nous étions au bout de la route, à Saint-Jean-du-Maroni. C'est complètement c'est perdu, il n'y a plus de route après, il faut donc pour continuer passer dans le Maroni. Et donc à Saint-Jean, il y avait le premier jour ou le deuxième jour que nous sommes arrivés, on a été se promener sur le bord du Maroni et les petits Indiens pêchaient. Ils avaient un petit fil et puis ils pêchaient. Alors j'ai dit à mon fils, demain on vient pêcher. Alors moi j'avais un outillage particulier, un outillage de mer avec un moulinet énorme, une canne énorme, et puis je lançais ça et je ne prenais rien du tout. Et les petits Indiens qui étaient à côté de nous, avec leur fil, ils sortaient des petits poissons sans arrêt, qui ressemblent un peu au gardon, ce qu'on appelle le yaya. Alors le surlendemain, on est parti avec Olivier avec un bout de fil, et puis on s'est mis à pêcher des petits yayas. Et là-bas il y avait beaucoup de poissons aussi. Comme les roucouyennes, comme les émerillons. Voilà, c'est ça. C'était donc la Guyane, c'est aussi quelque chose qui était bien. Et où j'ai vu beaucoup de poissons, mais là je n'ai pas pêché parce que je n'avais pas l'équipement. C'était au Sénégal. Au Sénégal en mer, ce qui était formidable, c'est de voir les pêcheurs qui rentraient avec leurs petites barques là, remplies de poissons, de toutes les sortes. Des grandes pirogues, des grandes pirogues peintes. Oui, bon, enfin, pour moi, c'était des petits bateaux. Et je vous dis, c'était rempli de poissons de toutes les sortes. C'était vraiment agréable. Ah ben, ce qui est spectaculaire aussi que j'ai vu en Guyane, c'est la pêche à la crevette. Ah oui, dans l'estuaire à Tahiti, j'ai pêché les bateaux rentraient pleins de crevettes jusqu'au ras-bord. À Tahiti, j'avais été envoyé pour faire ouvrir une piste qui traverserait Tahiti, qu'on appelle la traversière, qui a été faite après 20 ans après que je sois parti. Enfin, elle est faite, maintenant elle existe, puisque j'y suis allé il y a 4-5 ans. Et donc cette piste, il y avait des petits ruisseaux, et dans ces petits ruisseaux, il y avait ce qu'on appelle des chevrettes, des grosses crevettes, et on attrapait ça, donc mon Tahitien toujours, il attrapait les crevettes, et puis nous les faisait griller au barbecue. Ça c'était délicieux, pêcher la chevrette. Et en Guyane, c'est les pays où ça en est rempli. Quand vous êtes
entre le Guyane et puis l'île du Diable, là, il y a des crevettes, il y en a partout. Olivier, vous avez pêché aussi dans ces lieux exotiques où vous avez passé apparemment une partie de votre enfance ou de votre adolescence. Oui, tout à fait. Et c'est un merveilleux souvenir. Et je dirais que le plus marquant pour moi, c'était la pêche au bord du Maroni avec les piranhas, où en fait vous pêchez tranquillement le poisson blanc et d'un seul coup vous entendez un son particulier qui est clic, clic. Vous pêchez, votre ligne est coupée. Et en fait c'est à ce moment-là qu'il faut sortir les bas de ligne en acier parce qu'un banc de piranhas s'est installé sous votre zone. Et il n'y a plus qu'une solution, c'est sortir les poissons, mais avec l'équipement qui est nécessaire, c'est-à-dire des bas de ligne en acier qui sont assez costauds pour résister à leurs dents tranchantes. Ça, c'est un beau souvenir. Le bruit restera. On se trouve couillon quand on tire la ligne et qu'il n'y a plus rien au bout, et c'est sectionné. Hein. Ils arrivaient même des fois à sectionner les petits câbles d'acier. Est-ce que il vous arrive, vous avez dit tout à l'heure, de pêcher encore en mer, ou vous avez pêché souvent en mer? Est-ce qu'il vous arrive de pêcher en mer dans l'Atlantique, là, maintenant, dans les mers tempérées Non, personnellement, ça ne m'est pas arrivé. Ça m'est arrivé quand j'étais jeune, quand j'habitais dans les Landes, et d'aller pêcher les petits, en bordure de mer, de plage, de lancer mes cannes pour pêcher les petits poissons, les petits grisés qu'on appelle ça. C'est une petite dorade, hein, mais ça m'est arrivé qu'une fois ou deux, et autrement en mer on ne pêche plus. Enfin, personnellement, je ne pêche plus. Un qui va pêcher, c'est Xavier. Xavier va pêcher en mer, lui encore, il aime ça. Enfin, du bord de mer. Il nous a quittés. Xavier est très occupé à surveiller les lignes là-bas. Et où il s'est replié dans sa tente. Ah non, il est là. Lui, il adore la mer, il voudrait y aller, il voudrait même aller en bateau en mer. Je vais aller à la rencontre de Xavier pour lui demander quelques impressions de pêcheur en mer. Alors Xavier, vous nous avez abandonnés et là, moi je voulais vous poser quelques questions sur votre expérience de pêcheur en mer. En mer, petit pêcheur en mer. Petit, non, alors, je ne suis pas un grand pêcheur en mer. Un peu plus, là. Qu'est-ce que vous pêchez quand vous allez à l'Atlantique? En mer, la sole, le bar, mais c'est pas vraiment ma passion la mer, hein, c'est plus la rivière. Ah bon? Oui, je suis plus rivière quand même. D'accord. Bon, poussé, alors, vous trouvez que pourquoi qu'est-ce qui vous éloigne de la mer et qui vous rapproche des eaux douces? Les eaux douces, c'est à 200 mètres de chez moi. La mer, c'est à 120 km. Oui. C'est le principal obstacle. Merci, monsieur l'inspecteur. Vous avez évoqué parmi les poissons que vous pêchez comme ça pour vous distraire, pas les très gros, vous cherchez le record, les brèmes en disant malheureusement des brèmes. Pourquoi ce malheureusement? Le premier poisson qu'on a pêché cette nuit, c'était ce matin, c'était Olivier. C'est une brème, parce que c'est un poisson qui est plat, plein d'arêtes, parce que c'est un poisson qu'on pourrait manger, mais il est pas mauvais. Il est bon, mais il est plat et plein d'arêtes. C'est pas intéressant. Donc quand on pêche par exemple le gardon, si vous attrapez une petite brème, eh bien ça vaut pas un gardon, donc vous la remettez à l'eau. C'est la consolation du bredouille. Voilà, c'est ça. Oui, et puis c'est surtout que c'est des poissons qui se baladent en banc et lorsqu'ils tombent sur les zones de pêche à la carpe, ils sont en concurrence avec la carpe et donc de ce fait, ils peuvent nous mordre les appâts et nous rendre une ligne inopérante. Comme cette nuit où j'avais une brème au bout qui ne bougeait pas et qui en fait faisait que ma ligne ne pêchait pas. Elle occupait le terrain. Elle avait mordu à la ligne mais elle ne bougeait pas, donc j'avais pas de touche et en fait aucun poisson n'aurait mordu cette nuit-là sur cette ligne. Donc votre métier de pêcheur vous oblige à connaître aussi les mœurs, vous amène à connaître les mœurs de toutes les différentes espèces de poissons. Ah, tout à fait, on sait en fonction de la zone où on pêche et de ce que l'on met au bout de la ligne, ce que l'on peut potentiellement prendre. Jean-Claude, Olivier, Xavier, merci beaucoup d'avoir parlé avec passion de votre passion, la pêche. Et je n'ose pas vous souhaiter bonne pêche, puisqu'il paraît que c'est défendu. C'est une chose qu'on ne fait pas. Comme on ne souhaite pas aux artistes de réussir leur spectacle. On n'est pas bredouille aujourd'hui. Très bien. Merci encore. Au revoir. Merci. Au revoir. Dites, monsieur le pêcheur, ça marche? Vous faites sauver le poisson. Du poisson? J'en ai jamais vu. Il y en a peut-être, mais faut pas faire de bruit, hein? Chut, la barbe! Ah, mais je veux pas vous déranger. Pêchez, pêchez. Le pêcheur au bord de l'eau, abrité sous son chapeau, est heureux et trouve la vie belle. Tandis que flotte son bouchon, il sifflote une chanson.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. Le regardant, il y a un brave paysan. C'est moi. Il rigole derrière sa moustache. Car je sais que dans ce coin, on n'attrape jamais rien. Pom pom pom, même quand on est malin. Alors monsieur, ça mord? Ah non, ça ne va pas très fort. Ah, il faut être patient. Ici, le poisson n'est pas gourmand. Je vais mettre un autre verre. Moi, je m'en vais boire un verre. Ça donne chaud de vous regarder faire.